Essa é a quarta sessão do Seminário Dispositivos Intelectuais de Engajamento, dos anos 1970, que é uma atividade coordenada pelo Newton Ota, do Instituto de Psicologia da USP, e é um seminário que integra a programação do Colégio Internacional de Filosofia, coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do IP e pelo IEA, co-organizado, né, desculpa. Então, hoje a gente tem a participação do Christian Laval, né, bastante conhecido, mas eu vou ler um pequeno currículo aqui, professor emérito da Universidade de Paris-Nanterre, tem diversos livros traduzidos no Brasil, então, com Pierre Dardot, A Nova Razão do Mundo e Comum, individualmente, Foucault, Bourdieu, a questão neoliberal e a escola não é uma empresa, e mais recentemente teve traduzido um trabalho coletivo chamado A Escolha da Guerra Civil, e nesse ano a Educação Democrática, escrito com Francis Verne. Christian Laval tem desenvolvido uma série de diálogos, interlocução, colaboração com vários grupos no Brasil, e hoje essa atividade também faz parte dessa interlocução com o grupo nosso aqui da USP. Então, acho que Christian, merci d'être avec nous cet après-midi. C'est à vous. Merci à vous, merci à Marcia, cette belle présentation. Merci à Nilton Ota qui coordonne cette activité. Alors, la recherche syndicale à la FSU, tel est le titre de mon intervention. La FSU, c'est-à-dire la Fédération syndicale unitaire, a été créée en 1993 et c'est la principale fédération de l'enseignement du syndicalisme enseignant. Tout niveau confondu, depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. La FSU compte environ 160 000 adhérents, dont 83% d'enseignants, ce qui en fait aujourd'hui le 5e syndicat français. L'Institut de recherche de la FSU a été créé en 1994-1995. Il n'a en fait fonctionné, il n'a réellement fonctionné qu'à partir de l'année 96-97. Et quant à moi, je l'ai intégré en 1998. J'y ai mené jusqu'à aujourd'hui divers travaux orientés selon 3 axes de travail qui sont d'abord la critique de l'école néolibérale, la refondation de l'école démocratique et le renouveau du syndicalisme. Je me suis aussi occupé pendant 7 ans de la revue de l'Institut. Alors, j'ai travaillé essentiellement en groupe, en collectif. Les ouvrages ou articles sont pour la plupart issus de groupes de travail dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous les chantiers. Voilà pour la présentation générale. Alors, d'abord, je voudrais parler de la bataille des idées et le rôle des experts dans la lutte sociale. D'abord, je crois qu'il faut préciser le cadre historique général dans lequel est né l'Institut de recherche. On parle parfois de révolution de la connaissance. En fait, c'est une mutation d'ensemble très contradictoire, très conflictuelle, qui donne à la maîtrise intellectuelle des évolutions un poids croissant dans la lutte pour la maîtrise effective de l'avenir dans tous les champs d'action. Dans le domaine plus particulier de l'éducation, ce sont des experts se revendiquant d'une science de l'éducation ou l'école qui se prononcent sur les choix pédagogiques, les réformes du système éducatif ou encore les mutations du métier d'enseignement
et qui pèse sur l'opinion via les journalistes spécialisés. L'action politique, comme l'activité économique, utilise de plus en plus l'argument de la scientificité pour s'orienter et la plupart du temps pour justifier des choix préexistants. Les sciences mobilisées ont de ce fait un statut particulièrement ambigu. Elles se situent en réalité entre deux pôles. Le pôle de l'autonomie, susceptible d'apporter un éclaircissement rigoureux, mais parfois, en réalité, déplaisant pour les pouvoirs, et le pôle de la servilité ou de l'apologie, fournissant une justification post factum à la décision, mais sans apport cognitif réel. Cette conjonction générale entre savoir et pouvoir, qui définit, selon moi, la société de la connaissance, détermine les nouvelles conditions de la lutte sociale en général et de l'action syndicale en particulier. Ce qu'on appelle la société de la connaissance, je mets des guillemets, la société de la connaissance, est tout sauf une société pacifiée par le partage d'une vérité scientifique indiscutable. En fait, c'est une société dans laquelle le combat se joue sur deux fronts distincts, mais aux enjeux inséparables. Dans les champs scientifiques, la lutte à mener doit se faire contre les dogmatismes internes et les pressions externes, condition indispensable de la production autonome de connaissances nouvelles. Dans les champs sociaux, il s'agit de produire la vision la plus objective possible des évolutions en cours, y compris l'évolution qui consiste à agir au nom de la science. Dans la mesure où seule une telle vision objective permet de se déprendre des visions dominantes, spécialement quand elles se revendiquent de la science. En fait, il n'y a plus de science toute faite, du genre matérialisme historique. Nous sommes entrés dans une nouvelle époque où il faut inventer un nouveau rapport entre le savoir engagé et l'action collective. Alors, quelle a été l'ambition de l'Institut de recherche de la FSU? Dès le départ, il s'agissait de répondre aux problèmes que se posent les militants en produisant des savoirs nouveaux. Ces recherches originales, à destination des membres des syndicats et du mouvement social, devaient être conçues, formalisées, diffusées, de manière à pouvoir être appropriées par les adhérents. Donc, l'Institut devait être un lieu de recherche originale et non pas un simple centre de documentation. Il devait être un lieu de réalisation d'une recherche rigoureuse et inédite par l'entrecroisement des regards des chercheurs et des syndicalistes. D'emblée, ceux qui ont été les premiers conseillers de cet institut, comme Pierre Bourdieu, ont eu conscience de la difficulté d'articuler la logique d'action et la logique de la recherche. En fait, il ne fallait surtout pas subir la loi du jdanovisme, selon une formule utilisée par Pierre Bourdieu à ce moment-là. Mais d'autres sociologues, comme François Dubé, tenaient alors que la logique d'action des syndicats, commandée par l'efficacité de la stratégie, était incompatible avec la logique de la recherche qui, elle, était commandée par la production de connaissances. L'idée même d'un centre de recherche syndicale ne pouvait être que contradictoire. Tout le pari
de cet institut de recherche était au contraire qu'il était possible de décrire le plus rigoureusement possible tous les facteurs et tous les aspects des évolutions sociales et institutionnelles, et même de le faire encore mieux que les milieux académiques. Pour cela, une condition était indispensable. Il s'agissait de rester à une certaine distance des logiques organisationnelles, des choix tactiques, des prises de position des syndicats. Alors, est-ce pensable? Est-ce possible? Est-il possible de lever l'apparente contradiction entre la logique d'action du syndicalisme et la logique de connaissance qui est celle de la recherche? C'est une question fondamentale, c'est même la question fondamentale qui ne pouvait être résolue que dans la pratique. Les créateurs de l'Institut ont même eu l'intuition que l'autonomie d'un tel institut de recherche procurerait une contribution non négligeable à l'autonomie de l'action syndicale par rapport au pouvoir et donc à son efficacité. Cet institut pourrait peser directement dans le rapport de force à une époque où les réformes néolibérales et conservatrices s'appuient sur une expertise officielle à la fois volumineuse et souvent surmédiatisée. Pour ma part, dans un texte de 2006 que j'ai intitulé Éclairer l'action, un texte qui entendait tirer les leçons de l'expérience de 8 années d'activité, j'ai développé la thèse de la double pertinence de la recherche syndicale. Elle devait être soumise en réalité à un double critère pour éviter la loi du jdanovisme, pour reprendre la formule de Bourdieu. En effet, le syndicalisme devait pouvoir et doit pouvoir trouver dans les productions de l'Institut ce qui permet à ses dirigeants, à ses cadres et à ses membres de mieux comprendre l'évolution, le contexte, les horizons de l'action. D'un autre côté, la recherche syndicale doit viser la pertinence des connaissances qu'elle produit en respectant une méthodologie rigoureuse, en obéissant à des critères d'objectivité, en s'exposant au jugement de la communauté savante par la publication et la participation aux controverses dans le milieu savant, en contribuant autant que possible aux transformations des paradigmes dominants de la recherche académique. Alors, maintenant, les conditions de possibilité et les difficultés subjectives. Les difficultés n'ont pas manqué. Il a fallu inventer un travail spécifique et plus encore convertir subjectivement un certain nombre de camarades du syndicat de se considérer comme des chercheurs, ou, parce que le mot est impressionnant, au moins comme des travailleurs intellectuels. La première difficulté, il y en a 4, la première difficulté a été de découpler l'Institut de la vie syndicale ordinaire. Car le premier défaut était que l'Institut, dirigé alors par un responsable ou un chef syndical, qui avait tous les habitus du bureaucrate, entretenait un rapport mimétique avec les organisations syndicales de la fédération. Même réflexe de réponse dans l'urgence, même obsession d'être utile à court terme, même manière, même façon de raisonner. Or, l'Institut risquait à chaque instant d'être miné par l'activisme, par les tâches urgentes, par l'activisme
et le manque de temps. La deuxième difficulté a été de rester à l'écart des conflits entre les syndicats de la fédération, conflits qui sont liés à des cultures professionnelles différentes. Se tenir aussi à l'écart des débats entre tendances syndicales. La Fédération syndicale unitaire, la FSU, respecte le droit de tendance. Là aussi, il était nécessaire de faire de l'Institut une sorte d'espace neutre par rapport aux tensions internes au syndicalisme, en essayant d'échapper à toutes les logiques de pouvoir qui y règnent. La troisième difficulté était l'inexistence institutionnelle de ce qu'on appelait l'équipe de recherche. Cette équipe faisait tout, mais n'avait aucun pouvoir reconnu, même pas de représentation dans le conseil d'administration. Ce qui est au fond un extraordinaire paradoxe dans une institution qui est liée au syndicalisme. Ceux qui y travaillaient, les producteurs, n'avaient aucun moyen de se faire entendre. Il s'agissait en fait d'un défaut démocratique radical. La quatrième difficulté a été de faire reconnaître les travaux de l'Institut comme étant légitimes, non pas tant par le monde académique que par les directions syndicales elles-mêmes. Là encore, un paradoxe étrange. La légitimité des travaux académiques était aux yeux des directions syndicales beaucoup plus importante que celle des travaux de l'Institut, ce qui témoigne de la puissance symbolique des diplômes, qui témoigne de la dépendance du monde syndical à l'égard de l'univers scientifique. Une formule de l'Évangile me venait souvent à l'esprit. Nul n'est prophète en son pays. Je nuance aussitôt ce propos en disant que la reconnaissance de nos travaux a été beaucoup plus forte à la base du syndicat et parmi les cadres locaux et régionaux. Et je complique encore un peu plus les choses en disant que pour être entendu dans le syndicat, il a fallu souvent faire le détour par une reconnaissance extérieure. Par exemple, publier un livre dans une grande maison d'édition était gage de qualité, ce qui n'était pas le cas des publications dans la maison d'édition militante dans laquelle nous avions nos habitudes. Un dernier point de difficulté, et pas des moindres, on a continué longtemps à penser en termes de dualité syndicalisme-recherche à l'intérieur de l'Institut. Alors que la création d'un lieu de recherche au sein du monde syndical était justement faite pour surmonter ce type de dualité, en faisant en sorte que les syndicalistes soient en même temps des travailleurs intellectuels engagés dans une recherche. En fait, le paradoxe subjectif était que beaucoup des camarades doutaient de leur capacité à faire un travail de recherche autonome, et même une recherche tout court. Cela tenait encore à la fétichisation de la recherche noble. Je mets recherche noble entre guillemets, recherche noble de type académique. Les syndicalistes ayant
en quelque sorte, intérioriser leur incompétence. Au mieux, ils se pensaient comme des passeurs ou des traducteurs de la recherche académique en direction des syndicats et non pas comme des chercheurs autonomes. Et paradoxalement, ils donnaient raison ainsi aux sociologues, comme François Dubé, que j'ai cité, qui jugeaient impossible une recherche syndicale. Alors, pour conclure ce point, je dirais ceci. Le travail pour construire un véritable institut syndical était à la fois défensif et constructif. Défensif en ce qu'il fallait lutter pied à pied contre l'instrumentalisation politique de l'Institut, dans le contexte de rivalité des différents syndicats et des tendances. Ce risque était renforcé par la faiblesse institutionnelle de l'Institut, c'est-à-dire pas de véritable conseil d'administration ou de conseil scientifique. C'est-à-dire que la double pertinence dont j'ai parlé ne pouvait être garantie que par un conseil d'administration ou un conseil scientifique qui aurait exercé pleinement leurs fonctions. Et ceci revenait, au fond, à l'inexistence, à l'absence d'existence institutionnelle de l'équipe de recherche. Mais, au fond, le travail était aussi constructif, parce qu'il fallait produire non seulement une recherche, mais il fallait produire des chercheurs, c'est-à-dire transformer subjectivement des syndicalistes en chercheurs en leur donnant confiance en eux-mêmes. Et pour cela, il n'y avait pas d'autre solution que de montrer l'exemple des possibilités de production et de rester toujours fidèle à l'esprit du travail collectif, c'est-à-dire du collectif intellectuel pensant et écrivant sur un mode coopératif. Alors tout ceci a donné ce qu'on peut appeler une réussite relative. La première réussite, c'est d'abord le temps, la continuité de l'Institut depuis 30 ans. Il a survécu à des crises graves, qui étaient liées à des comportements individuels, d'ailleurs extrêmement graves, de l'ancien président de l'Institut, et du soutien qu'il a reçu de beaucoup de membres de l'Institut. La deuxième réussite est sa production, à la fois avec sa revue trimestrielle et avec ses nombreuses publications. Il y a eu une réelle fécondité intellectuelle, comme peut le montrer son catalogue. Pour être plus précis, l'équipe de recherche, comme je l'ai dit, était divisée en chantiers. Chaque chantier réunissait des camarades ayant des affinités les uns avec les autres. Pour ma part, à partir de 2005-2006, j'ai travaillé avec 5 ou 6 camarades, toujours les mêmes, sur 2 ou 3 chantiers. La troisième réussite est sa pertinence thématique et problématique. L'Institut de recherche a su mettre l'accent sur des phénomènes décisifs, affectant le monde social dans son ensemble, et le monde enseignant en particulier. Je pourrais citer d'abord la question du travail enseignant en particulier, et son auto-analyse par les syndiqués, mais aussi la question de la santé professionnelle, ou encore celle du management des établissements d'enseignement, et aujourd'hui, celle de l'écologie. Et je voudrais surtout insister sur les grands axes du travail que j'ai mené personnellement avec la petite équipe de camarades au sein de l'Institut. D'abord, ce qui est fascinant, c'est que les axes initiaux étaient complètement aveugles sur ce qui avait lieu. Et donc, nous avons
choisi d'insister sur des points particuliers. Le premier axe, c'est la transformation néolibérale de l'école dans le cadre d'un changement beaucoup plus global de l'économie. Ce que je pourrais appeler le coup d'éclat qui nous a fait connaître à l'extérieur a été la publication d'un livre qui s'appelait Le Nouvel Ordre éducatif mondial en 2002. Elle a été en fait le véritable modèle, on pourrait presque dire le prototype de ce que l'Institut a été capable de faire par lui-même. Et ça a été, on pourrait appeler un best-seller de la grande grève de 2003 sur les retraites. Ce livre a été suivi de beaucoup d'autres travaux dans le même esprit. Donc, il y a eu un travail au long cours sur le néolibéralisme qui a été, au fond, le principal apport de l'Institut dans ces années-là. À un moment où en France, il y avait beaucoup d'aveuglement sur ce qui se passait dans le reste du monde. La connexion étroite de l'Institut avec le mouvement altermondialiste, ATTAC, a favorisé les échanges avec d'autres composantes du mouvement social, avec les économistes hétérodoxes, avec des sociologues critiques et avec d'autres pays. Le deuxième axe sur lequel j'ai travaillé avec ATTAC et les organisations professionnelles d'économistes a été l'enseignement de l'économie au lycée et à l'université. Il s'agissait là de critiquer le monolithisme orthodoxe de cet enseignement. Le troisième axe a concerné l'histoire politique de l'éducation et a eu particulièrement pour objet le rapport des différents socialismes à la question éducative depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Ce recours à l'histoire, donc, a alimenté une réflexion sur les alternatives au néolibéralisme. Le quatrième axe portait justement sur l'éducation démocratique comme alternative au modèle néolibéral d'éducation. Il a donné lieu à une publication qui fait suite à presque 10 ans de travail collectif. Un livre qui s'appelle Éducation démocratique. Le cinquième axe, qui est le plus récent, concerne la refondation du syndicalisme pour faire face au néolibéralisme, avec comme piste centrale sa nécessaire transversalisation avec les autres fronts de lutte. En conclusion, et pour résumer, je vois 3 apports de cet institut de recherche. L'Institut de la FSU a été capable de produire des connaissances originales susceptibles d'avoir des effets scientifiques et politiques sur une durée longue. Il a notamment accéléré la prise de conscience à l'intérieur du syndicalisme et aussi dans le monde académique des transformations néolibérales du champ de la connaissance. C'est ce qui a donné, à mon avis, du sens à l'action, en l'inscrivant dans un cadre social et historique le plus large. Deuxième apport, la pratique de la recherche syndicale a en quelque sorte inventé, si je puis dire, des syndicalistes chercheurs, c'est-à-dire des êtres hybrides, et ceci contre toute définition trop stricte d'une identité qui pesait sur les esprits et paralysait l'entrée dans le travail intellectuel. On pourrait parler à cet égard d'une subjectivation intellectuelle au sens où des acteurs syndicaux se sont produits eux-mêmes comme des sujets d'une écriture collective de type scientifique. Grâce à l'expérience de l'Institut,
le syndicalisme a montré qu'il pouvait être à la fois le lieu d'une auto-éducation et d'un espace de production des connaissances. Cela a correspondu à un moment historique où le mouvement social avait besoin de se réinventer après la crise du socialisme. Il fallait créer des outils d'une nouvelle intelligibilité de l'action, d'une réflexivité du mouvement social sur lui-même, de développer ainsi la capacité réflexive du mouvement social sur lui-même, ce qui suppose la constitution de lieux et d'instances permettant cette réflexivité au sein du mouvement. Cette capacité réflexive dans le mouvement social suppose des conditions sociales et institutionnelles favorables. Les dispositions des individus au travail critique ne remplacent pas les dispositifs qui permettent sa dimension collective et durable. L'une des ultimes phrases du dernier cours de Bourdieu au Collège de France a justement affirmé que, je cite, la réflexivité n'a toute son efficacité que lorsqu'elle s'incarne dans des collectifs qui l'ont incorporée au point de la pratiquer sur le mode du réflexe. Voilà ce que je pense être l'apport principal de cet institut de recherche. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'attends vos réflexions et vos questions. Vous avez évoqué la difficulté pour les enseignants de se autoriser à se reconnaître comme chercheurs. J'imagine que cela est dû au fait que le travail de ces professeurs se limite à l'enseignement, ce qui n'est pas le cas des professeurs de l'université. Quel type d'effet vous pensez imaginer sur ces publics spécifiques, séance qui tout comme ça été créée pour les syndicats des professeurs d'université dans une université comme la HOSPI, par exemple? Deuxième question. Quel rapport cette expérience a-t-elle avec ce que vous et Pierre Dardot avez travaillé dans les livres communs? Autrement dit, quel serait le caractère inapproprié institué pour cette expérience de recherche syndicale? Troisième, votre exposé s'inscrit dans le cadre d'un séminaire sur le dispositif intellectuel d'engagement qui problématise l'héritage de l'expérience culturelle et politique française des années 70. Reconnaissez-vous l'Institut comme partie de cet héritage ou du moins comme interlocuteur de cette histoire? D'accord. Ok, merci pour les questions. Première question. Est-ce que c'est reproductible au niveau universitaire? Eh bien, la grande difficulté que nous avons eue, ça a été de mobiliser des universitaires comme syndicalistes. Parce que, je précise, la FSU, donc, est une fédération dans laquelle il y a le syndicat principal des enseignants du supérieur. Ce syndicat s'appelle le SNESUP. Les universitaires syndiqués au SNESUP ne sont quasiment jamais venus travailler avec nous, à 2 ou 3 exceptions près.
Et là, je crois qu'il y a une incompatibilité entre les chercheurs académiques et les chercheurs dans le syndicalisme. Évidemment, nous avons pu travailler avec des universitaires. Nous avons pu travailler avec des universitaires syndiqués. Mais ils se sont toujours considérés comme des universitaires, des chercheurs académiques. Ils n'ont jamais pu passer à l'autre statut. En fait, ce que nous avons réussi à faire, c'est produire des chercheurs qui étaient des enseignants, du secondaire ou du primaire. Mais nous n'avons pas réussi à faire que des chercheurs académiques deviennent des syndicalistes chercheurs. Je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre. Est-ce que c'est clair, Hilton? Oui. Et la deuxième et troisième question. Vous avez un... Vous m'entendez bien? Pardon? Je vais répondre à la deuxième. Donc j'enchaîne, je fais toutes les questions. Je réponds à toutes les questions, d'accord. Ah, d'accord, d'accord. Non, non, c'est bien. Merci. Donc, désolé. Non, si c'est vous bon. aviez des... C'est bon. C'était compréhensible, ça suffit. D'accord. En fait, la réflexion avec Pierre Dardot sur le commun est venue plus tard. Et elle n'avait, au fond, pas de rapport direct avec le travail de la FSU, avec mon travail dans la FSU. Par contre, avec Pierre Dardot, nous avons développé une technique de travail collectif qui était issue de mon expérience à la FSU. C'est-à-dire, ce n'est pas la thématique du commun qui a été la plus importante, c'est la pratique du travail collectif que j'avais, qui a permis de créer des collectifs que nous avons constitués avec Pierre Dardot. Par exemple, le collectif qui s'appelait Question Marx, qui a été créé en 2004. En réalité, j'avais déjà 6 ans de travail collectif à la FSU. Et j'ai pu le réinscrire ou le transposer dans le travail que j'ai fait avec Pierre Dardot, qui a été un travail collectif. Voilà. Et commun, je veux dire, le travail sur le commun, c'est très curieux en fait. C'est une bonne question, hein. C'est une question même autobiographique, étrange et troublante. C'est que la réflexion sur le commun n'a pas été une réflexion directe sur notre pratique. Mais il est certain que nous avions une pratique du commun
assez peu réfléchi, en fait. Voilà pour la deuxième question. Troisième question, l'héritage. Alors, je crois qu'il faut pas rater un épisode très important et une histoire, enfin une séquence historique importante. Ce qui a été constitué dans les années 70 et 80, à mes yeux, a subi une interruption dans la phase réactionnaire et contre-révolutionnaire des années 80, 90. Je veux dire, je crois que tout ce qui a été inventé comme collectif intellectuel a subi une régression, une récession dans les années néolibérales qui commencent enfin, dans les années 80-90. Et il y a eu 1995. Dans l'histoire de France, 1995 est une date très importante. C'est la première grande grève interprofessionnelle contre le néolibéralisme. Et c'est le moment de réengagement de beaucoup d'intellectuels et en particulier de beaucoup de sociologues, avec comme figure principale Pierre Bourdieu. Et à la suite de ce grand mouvement de 95, Bourdieu et d'autres ont une initiative qui s'appelle les États généraux du mouvement social. Ces États généraux réunissent des syndicalistes et des chercheurs, en particulier en sciences sociales. Et l'idée est de poursuivre ces échanges entre chercheurs critiques et acteurs du mouvement social. Alors, ça ne va pas donner de résultat direct, mais 3 ans plus tard, en 1998, on a par exemple la création du groupe altermondialiste ATTAC. On a aussi le développement de l'Institut de recherche de l'FSU. On a d'autres groupes qui vont se constituer, d'autres collectifs. Un collectif, par exemple, qui s'appelle Copernic, et d'autres encore. Et je crois que c'est en 1995 que les choses ont redémarré. Pour dire les choses autrement, il n'y a pas eu de continuité ou de mouvement linéaire entre les années 70 et les années 90 ou 2000. Il y a eu des ruptures et des moments de relance. Alors, est-ce que 1995, c'est un héritage de la chose, de ce qui préexistait? C'est difficile à dire parce que ce n'est pas les mêmes gens. Ce ne sont pas des gauchistes qui ont animé les collectifs des années 95, 2000, etc. C'est pas vraiment des gauchistes, c'est pas la même sociologie, la même composante sociologique. Le cas typique, c'est quand même celui de Bourdieu. Hein. C'est quand même celui de Bourdieu qui, en fait, avant n'était pas très engagé, n'était pas un intellectuel très engagé, hein, et qui, lui, s'est réengagé dans les années 90.
Mais voilà, il faudrait creuser. J'ai quand même, bon, je nuancerai, il faut apporter une nuance. Dans le mouvement altermondialiste, on a retrouvé quand même des anciens, des gens qui avaient été dans des collectifs tiers-mondistes de lutte contre l'endettement du tiers-monde. Donc on a retrouvé quand même un certain nombre de personnages qui avaient eu une action plus tôt. Hein. Donc voilà, je nuancerai un petit peu les propos. Il faudrait voir je dirais les personnes. Qui a fait quoi. Hein. D'accord, merci, Christian. Alguém quer fazer pergunta? A gente também está chegando meio no horário. Não, né? Alguma pergunta? Não? Acho que não vai ter mais pergunta. Bom, então queria agradecer então Christian Laval pela tarde, pela exposição. Merci Christian Laval pour cette séance. Colegas, Désolé aqui, mas acho pour les problèmes bom, é isso. Obrigada audio. pela presença. Donc, Obrigada, merci beaucoup, e até a próxima. Christian, et à la prochaine. Pense bien, à bientôt. Hein. D'accord, salut. Salut, Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Hein. Bisous. Okay. Ciao. Ciao.